Bonjour monsieur. Je voudrais savoir si c'est possible de mettre cette petite affiche. Bien sûr, oui. C'est un jeu concours pour faire gagner ma maison. Bah, y a pas de problème. Je peux mettre ça chez vous? Oui, bien sûr, oui. Voilà. 550 000 € de dette et un seul moyen pour s'en sortir, vendre sa maison. C'est l'histoire de Stéphane. Il a fait fortune grâce à la bourse, mais des problèmes de santé ont interrompu sa carrière. Ah, sur les pare-brises mouillés, c'est pas bien, c'est pas bien. Il ne peut plus faire face. Et en pleine crise économique, personne ne veut de sa maison. Alors il tente depuis 6 mois de la faire gagner à un jeu concours de son invention. Il fait sa publicité lui-même. Bonsoir madame. J'aurais voulu savoir s'il était possible de mettre ça chez vous. Parce que je fais gagner ma maison à un jeu concours pour essayer d'éponger mes dettes. Véridique. J'ai dû arrêter mon boulot pour des raisons de santé. Et par contre, mes revenus ont disparu, mais pas mes crédits. Donc pour le coup, on ne peut plus s'en sortir et vendre la maison. Si, elle continue de travailler, mais on avait des crédits avec 2 salaires et un seul salaire, ça suffit plus. Donc comme moi, pour le moment, je ne retrouve pas de boulot. La seule solution, c'est de vendre la maison. La santé est meilleure, parce qu'en fait, mon métier était très stressant. Donc, comme j'ai plus de métier, j'ai plus le stress, j'ai plus le problème de santé. D'accord. Mais, bah oui, mais le souci, c'est... Où est-ce que vous pouvez le mettre? On va le mettre là, hein. Ah, ça, ce serait génial. Vous avez un petit bout de scotch? Stéphane doit faire gagner sa maison au plus vite, avant que les huissiers ne s'en emparent. Mes parents m'ont payé des études plus que convenables. Je suis, entre guillemets, plutôt destiné à être cadre ou cadre sub dans une entreprise moyenne ou grande, voire même dirigeant, plutôt que SDF, a priori. Donc non, j'ai jamais imaginé que quelque chose comme ça, jusqu'à il y a 2 ans et demi, 3 ans, j'ai jamais imaginé que je pourrais un jour me retrouver dans ce genre de situation. Pour moi, c'était à la télé, quoi. C'était à la télé, des gens qui n'avaient pas eu de chance, mais pas nous. Ça pouvait pas m'arriver. Et pourtant, ça peut. On n'a jamais été aussi près. Stéphane habite dans un petit village situé à 20 km de Chartres, en pleine Beauce. Mélèze-le-Vidame, un havre tranquille avec ses demeures bourgeoises et son charme campagnard. Voici la maison pour laquelle Stéphane s'est lourdement endetté. Il y a 5 ans, quand il achète pour 350 000 € cette belle bâtisse du XVIIIe siècle, ce devait être l'aboutissement d'un parcours sans faute. Ce fils de haut fonctionnaire, diplômé d'une école de commerce, était trader indépendant chez lui. Surfant sur les marchés financiers, il empochait chaque mois 10 000 €, de quoi vivre très confortablement. En 2000, il épouse Nathalie, elle-même cadre dans la grande distribution. Ils vivent au soleil, à La Réunion, entre la plage et la piscine de la grande maison qu'ils occupent. La famille ne se prive de rien. Passionné d'aviation, Stéphane pilote régulièrement. Aucun problème d'argent. Mais voilà, il y a 2 ans, Stéphane tombe malade et ne peut continuer son activité, alors même qu'il venait d'entamer la transformation de son corps de ferme de 700 mètres carrés en demeure bourgeoise. Là, on a un grand espace, donc on a eu envie de se faire vraiment une très grande maison. Là, on avait prévu une piscine, un séjour, une cuisine en dessous, une grande mezzanine qui nous servirait de salle à manger avec une descente sur la piscine après pour pouvoir... Voilà, on se lève, on prend le petit déjeuner, on file à la piscine. Quand il y a des amis, on mange, on pique une tête. Tout ça en intérieur, été comme hiver. Donc c'était là, avec le sauna juste à côté de la piscine, là on approchait vraiment de la maison de nos rêves. Là. Mais on n'a pas pu aller au bout, faute de sous. Plus d'argent. Une vraie dégringolade. On est passé à peu près de 12 500 à 2 500 par mois. Ce qui fait une chute assez nette. Surtout quand il faut sortir 5 000 € par mois pour rembourser les emprunts et vivre. Courrier du matin. Un huissier. Ça faisait longtemps. 2 huissiers. Ce jour-là, il y a aussi un petit coup de pouce.
Un mandat de mes parents. Donc ça, ce sont des sous aussi. Alors ça, c'est un mandat de 1 500 €. Ma mère essaye de m'envoyer un mandat 1 mois sur 2 à peu près. C'est revenir en arrière, de se faire aider par ses parents. Ça fait un peu tanguy sur les bords, même si j'habite pas chez eux. Mais en même temps, il vaut mieux être aidé par ses parents ou il vaut mieux ne pas réussir à faire bouffer ses enfants. C'est une question qui vaut le coup de se poser aussi. La chute sociale, c'est d'abord une menace sur l'équilibre de la famille. Chez les Glicky, c'est aujourd'hui Nathalie, l'épouse de Stéphane, qui permet de tenir le coup grâce à son salaire de cadre, 2 500 € par mois. Stéphane, quant à lui, ne trouve pas de travail. En 2 ans, il a passé 2 entretiens et n'a eu aucune proposition. Son image en a pris un coup. D'accord. Tu l'imagines faire quoi, ton papa? Je ne le vois pas faire quelque chose. Vu qu'il est souvent à la maison, tout ça, je ne le vois pas faire autre chose que taxi. Sympa. Sympa. Papa, c'est taxi et papa, c'est le babysitter. Donc voilà. Vous avez un peu inversé les rôles par rapport à avant? Ouais, j'ai plus de pantalon maintenant, je mets des jupes. Ouais, mais si je le prends pas avec humour, je le prends mal. Donc, ouais, les rôles sont inversés, clairement. C'est-à-dire que c'est pas moi qui fais tourner la maison. Après, moi, je me dis aussi que le marché de l'emploi n'était pas forcément très, très facile jusqu'à présent. Alors, si les choses s'améliorent, peut peut-être y avoir aussi un peu plus d'opportunités qu'il y en avait il y a encore peu de temps. Elle rêve. Elle rêve. Soit je me reconstruis tout seul, soit il se passera plus rien. Voilà, ça c'est mon opinion. On m'entendra jamais dire je cherche du boulot parce que je crois que je vais en trouver. Il y a longtemps que j'y crois plus. Et c'est bien de continuer à rêver. Mais si je me reconstruis pas tout seul, on me reconstruira pas. Et c'est comme ça. T'es sûr? Mais je veux être avec Chloé. Diplômé, habitué à être son propre patron, Stéphane s'accroche à une seule idée, boucler les inscriptions à son jeu concours, un quiz sur Internet contrôlé par huissier. Le but, atteindre 20 000 participants à 30 €, soit un total de 600 000 € pour pouvoir rembourser d'un coup l'intégralité de sa dette. Stéphane a bien essayé de vendre sa maison comme tout le monde, en passant par des agences, mais le marché local est saturé. Ici, rien ne se vend. Et pour Stéphane, pas question de brader son bien. La seule solution, ce serait son jeu sur Internet. Je crois pas que c'est totalement utopique. Si c'est la seule solution, la question n'est pas de savoir si c'est utopique ou pas. Je veux dire, est-ce qu'il y a une autre solution? Pour moi, la réponse est non. Donc, même s'il y a une chance sur 10 000 que ça aboutisse, étant donné que je ne vois pas d'autre chemin à suivre aujourd'hui, j'y vais. Il n'y a même pas besoin de se poser la question. Sauf qu'en 6 mois, il n'a obtenu que 2000 engagements par chèque pour son jeu. En espérant que Stéphane ait raison, Nathalie fait face. Pas évident. 4h30 du matin, elle s'affaire déjà. 1 heure pour préparer la journée de la famille, qui se passera sans elle. Issue d'un milieu favorisé, Nathalie n'a jamais eu à se priver. Aujourd'hui, elle est d'autant plus consciente de ce qu'elle a perdu. Est-ce que tu as le sentiment de ne plus avoir de vie? Par moment, oui. Bah, c'est vrai que le fait de quasiment, enfin, de pas sortir, voilà, de pas aller au concert ou au restaurant, sauf quand on est invité, bon, bah, c'est sûr que c'est des petites choses qui permettent, voilà, de penser à autre chose aussi. Donc. Tu aurais pensé un jour te priver de tout ça et vivre sans ça? Non. C'est que, voilà, quand on entend autour des amis, des collègues qui parlent un peu de leur sortie et tout, c'est vrai qu'on a l'impression d'être un peu à part. Chaque matin, Nathalie doit rejoindre son travail.
Elle est responsable du secteur textile d'un grand hypermarché. 1 heure de route, avec à l'esprit l'épreuve que traverse son couple. Il faut arriver à rester assez solide pour passer ces moments-là et c'est pas forcément très simple. Est-ce qu'il vous est arrivé d'en vouloir à Stéphane dans cette situation? Oui, mais pas très longtemps parce que moi je pense qu'on s'en sortira à deux, en tout cas beaucoup plus facilement que chacun de son côté. Pendant ce temps-là, à la maison, Nathalie a oublié la liste des courses. Oui, allô? J'arrive pas à lire. Tétine Chloé, peut-être. Dans son hypermarché, Nathalie bénéficie d'une réduction de 10% sur tous les produits. Une aubaine qui permet de ne pas trop donner la sensation de se serrer la ceinture. Elle guette les bonnes affaires, elle est sur place, c'est pratique pour ça. Ce qui fait qu'on réussit à manger quand même bien, à des prix bas. On va dire ça comme ça. Voilà, des trucs comme ça, par exemple. Les promos après les fêtes, donc il y en avait 2 pour 8 €, alors que normalement la plaque est à 16 €. Donc voilà, 25% du prix, on se retrouve avec du saumon fumé qu'on aime bien. Et, Vous faisiez attention avant à ça? Avant? Non. Non, on ne faisait pas du tout attention à ça. On se faisait plaisir, on prenait ce qu'on voulait, puis basta. Sans regarder le prix, sans regarder le ticket de caisse à la sortie, je passais, je donnais ma carte bleue, je tapais le code, et puis basta, je partais avec. À la limite, des fois, sans même savoir ce que j'avais payé, quoi. C'était sans importance. Maintenant, tout est important. Un quotidien tendu, pas de perspective de s'en sortir pour le moment. Mais Stéphane ne craque pas. Allez hop, on y va. Pour les enfants, rien ne doit changer. Fonce, bonhomme, je t'apporte ton sac de tennis. Vincent, 9 ans, est un espoir du tennis régional. Jusqu'aux difficultés financières de la famille, il était inscrit dans un club onéreux à Chartres. Trop cher pour Stéphane, qui s'est rabattu sur un club moins chic, où il a même marchandé le prix. Il a mis sa fierté de côté. Ok, j'ai honte, ok. On va peut-être parler de moi dans mon dos, on va peut-être se foutre de moi, on va peut-être me montrer du doigt, mais en attendant, je m'en fous, je le fais pour les gamins. Donc basta de ce que vont dire les gens, ils diront, je m'en fous. Pour le moment, dans la famille, les apparences sont sauves. Mais pour combien de temps? 2 mois passent. Stéphane n'a pas trouvé d'emploi et les inscriptions à son jeu concours ne progressent pas du tout. Mais les lettres d'huissier s'accumulent. Ça en fait une dose quand on les voit empilés comme ça sur la table. Et avec ce nouveau courrier, les taux se resserrent vraiment. C'est la saisie sur le salaire de Nathalie. Ils saisissent une bonne partie, c'est plus de la moitié du salaire de Nathalie. Donc a priori, il y a simplement plus moyen de vivre derrière. On est de plus en plus près du fond, quoi. Donc voilà, on se dit à quel moment on va pouvoir enfin taper au fond et puis remonter. Depuis 2 ans, c'est une course en avant. Le couple, persuadé que la maison allait se vendre, a contracté au total 26 crédits. École privée, tennis, piscine. Pour Alexandra, Vincent, Chloé, rien n'a changé. Mais ils ressentent ce qui se passe. En fait, ce qui m'inquiète, c'est de comprendre que mes parents s'inquiètent beaucoup. Ils sont anxieux, ils sont très fatigués. Je pense que c'est parce qu'ils essayent de trouver des solutions. Et ça fait bizarre de se dire nos parents ils sont inquiets et nous on comprend pas vraiment tout. C'est clairement ce qui est le plus dur à vivre, de se demander comment les enfants vont le ressentir. Savoir que peut-être eux aussi ont peur. Savoir que eux clairement n'auront plus accès
à tout un tas de choses que la plupart des enfants ont. Si on réussit pas à repartir, quelles possibilités on leur donnera, quel choix ils auront en fait. C'est sûr qu'on a eu tous les deux la chance de pouvoir faire des études, d'avoir un certain nombre de choix et ça demande un minimum de moyens quand même. Comme on est parti, là, on sait qu'on ne pourra pas leur donner la possibilité de faire des études qui risqueraient de coûter de l'argent. Par la force des choses, les enfants sont embarqués dans des affaires d'adultes. La semaine prochaine, un huissier doit passer. Je vais vous montrer un carton, le carton dans lequel on a mis tout ce qu'on voulait pas qu'ils prennent. Je crois que c'est celui-là. C'est aussi le carton de Vincent. On a les jeux de PSP. Ma Game Boy. Nos manettes, oui. Ce carton, c'est le carton dans lequel on met toutes les affaires qu'on veut pas que les huissiers prennent. C'est très important pour nous, tout ça. Se dire, il y a des personnes, ils vont venir chez nous et ils vont nous prendre nos affaires, c'est sûr. Je pense que c'est pas tout le monde qui va rigoler. Ouais. Voilà. Papa, est-ce qu'ils ont le droit de tout prendre? À part les affaires de classe, tout ça, logiquement. Il y a des choses à vous, je pense, certains jouets, et ils ne doivent pas avoir le droit de les prendre non plus, mais ce à quoi vous tenez, vous le prenez et on les récupérera plus tard. Ouais, mais plus tard, c'est dans longtemps. Ça, je sais pas. Papa? Si on résout les problèmes. Oui. Mais si on n'arrive pas à résoudre les problèmes et qu'on nous mette dehors quand on les récupère pas, nos affaires? Je ne sais pas. Je vais faire dodo. Quoi? T'as dit tout? Papa, Oui. est-ce qu'ils peuvent nous prendre les chiens? Non, ils peuvent pas prendre des chiens, mon garçon. Qu'est-ce que tu veux savoir d'autre? Je sais pas. Tu sais pas? Pourquoi la rouille est ici et pas dans le camion pas loin? Parce qu'elle sera dans la voiture demain. Mais ça, c'est pas une question que tu dois me poser. Le lendemain matin, Alors, qu'est-ce que t'as dans les cartons? Là, il y a un peu de tout, et des électroniques, des DVD, des CD. On s'en occupe juste après. un ami est venu les aider à mettre de côté une partie de leurs affaires. Le plus dur, c'est le plus haut. Et les dernières choses de valeur que vous sauvez? Ouais, c'est parfois juste des petits détails voilà, qui raccrochent un peu au quotidien. Même si c'est pas forcément d'énormes valeurs en tant que telles. Quoi. Et ensuite, du bois là-bas. Hein? Maman, je prends la lampe là. Par contre, on va la mettre à chaud. Ouais. Stéphane, ça fait quoi de trouver sa maison dans la ville? Quelque part, c'est un peu ça envoie, mais bon, c'est triste à dire, mais j'ai l'impression qu'il va falloir s'habituer. Donc après tout, j'essaie de passer outre. Chloé, ça c'est le salon. Tu vois, il n'y a plus le canapé. Et viens. Et où le canapé? Il n'est plus là. Et regarde, il n'y a plus la télé. Regarde, il n'y a plus les DVD. Ils sont partis. Oui, ça. Tout à coup, on voit tout partir comme ça. Alors, ça fait vraiment, vraiment bizarre. La menace était dans toutes les têtes. Aujourd'hui, elle est au pas de la porte. J'aimerais vraiment bien qu'il arrive. Il, le tout premier huissier à se présenter chez eux. S'il est ponctuel, il sera là dans 2 minutes. Il est précis. L'homme est mandaté par un créancier à qui Stéphane doit 40 000 €. Il vient évaluer ce qui peut être saisi. C'est pas que votre visite me fasse vraiment plaisir, je vais être franc avec vous, mais pourquoi je vous laisserai pas entrer? De toute façon, je dois vous laisser entrer. Vous avez déjà eu la visite d'autres huissiers? Non, vous êtes le premier.
Peut-être pour ça que je suis un peu nerveux, d'ailleurs. Bah, j'ai pas de Picasso, hein, c'est clair. Ouais, ouais. Les biens qui sont présents sont de valeur commerciale assez modeste. Et votre femme, elle a une voiture essentielle pour bosser. Elle utilise la voiture de sa mère. Et des facultés de remboursement. Moi non, mon épouse, oui, a un salaire Vous n'avez pas dans la grande distribution. Bon, vous-même, vous n'avez pas de ressources de Non, revenus. moi je n'ai plus de revenus. La situation est quand même un peu tendue, hein, un peu... C'est un euphémisme. L'huissier repart, loin d'avoir trouvé de quoi recouvrer la dette. Mais il s'annonce comme le premier d'une longue série. Un mois passe. Les voilà acculés. Si je suis à jour, il nous manque quoi? La majorité de leurs créanciers se lancent dans des poursuites. Il nous manque d'autres trucs. Pas les éléments sur le crédit. J'ai le revolving, mais j'ai pas le crédit de 10 000 €. Il y a eu une journée dans le courant de la semaine dernière où j'ai reçu 3 coups de fil d'huissier en moins de 2 heures qui me réclamaient un plus de 600 €, l'autre plus de 900 € à régler là, tout de suite, maintenant. La prochaine étape, j'imagine, sera la saisie de la maison elle-même. C'est le bien qu'on a à mettre en face de nos dettes. Donc voilà, c'est foutu, quoi. C'est fou. Maintenant, on est obligé de le faire, le dossier de surendettement, on le fait. Mais est-ce que tu as autre chose que le RECA? Un dossier de surendettement. C'est une mesure qui leur permettrait de regrouper leurs 26 emprunts bancaires et d'étaler les remboursements sur une très longue période. Ce sont généralement les plus démunis qui ont recours. Par fierté, le couple a mis du temps à s'y résoudre. Pour toi, c'est un échec? Oui, c'est clair. Ça fait 2 ans et demi que j'essaye de mettre en place des choses pour... Là. Oui, 1, c'est un échec. 2, c'est plus que ça. C'est une honte, quoi. C'était pas prévu, quoi. Pourquoi c'est une honte? Parce que je vais avoir 40 ans et qu'aujourd'hui, je me retrouve même pas à redémarrer à zéro, mais à plus bas, beaucoup plus bas que ça. Qu'est-ce que j'ai construit? Rien, un paquet de dettes. Voilà, je vais avoir 40 ans dans une semaine et j'ai juste construit un paquet de dettes et d'emmerdements. C'est voilà, la machine à fabriquer les échecs, j'ai l'impression, depuis quelque temps. Donc, c'est un échec. C'est dur. Et oui, c'est une honte, parce que je ne pensais pas construire ça. Le dossier est prêt. Stéphane doit aller le déposer à la succursale chartroise de la Banque de France. Bonjour, je voudrais déposer un dossier de surendettement, s'il vous plaît. Sa situation est hors du commun. 550 000 € de dette, alors que la moyenne des dossiers traités en France est de 15 000 €. Son cas est désormais à l'étude pour 4 mois. 4 mois qui vont tenir les huissiers à l'écart, mais rien n'est joué pour l'avenir. Car ce dossier, il faut que la Banque de France l'accepte. Cassis, dans les Bouches-du-Rhône. Un petit coin de paradis où parfois la vie peut se transformer en enfer. C'est l'histoire de Christine, qui en 8 ans a connu un total renversement de situation. Il me manque le maillot quand même. Ce qui a changé depuis la photo, c'est que je ne suis pas chez moi. C'est pas ma piscine, c'est pas mon transat. Et puis je suis pas en maillot. Hein. Et puis je veux pas prendre un bain. Vous êtes qui ici? Je suis la femme de ménage. Vous en avez eu de femmes de ménage? J'en ai eu 3 de femmes de ménage. Aujourd'hui, c'est moi qui ai pris leur place. Christine a 58 ans. Elle a commencé les ménages après son divorce. En 2004, elle quitte son mari et se retrouve sans ressources ni emploi. Aujourd'hui, elle paye encore le prix de sa liberté. C'est dur de dire aux gens que je suis femme de ménage, c'est dur.
Parce que ça ne me correspond pas. Quelque part, on a touché ma dignité, mais comme je suis assez fière, c'est vrai que ça fait mal. Hein. Mais... Christine est amère, car il y a 10 ans, elle n'aurait jamais imaginé faire des ménages chez de riches propriétaires. À l'époque, ce genre de villa, elle l'habitait. C'est en plein cœur de la Garrigue que Christine a vécu pendant 10 ans. On dirait la Toscane par ici. C'est beau. Dans ce quartier, elle et son ex-mari avaient fait construire une grande maison comme celle-ci. 300 mètres carrés, avec cuisine d'été, piscine et 5 hectares de terrain. Passionnée de céramique, Christine y a même son atelier. Elle mène une vie confortable et insouciante. Je pouvais tranquillement aller faire un stage de remise en forme, aller prendre des cours de danse, faire des voyages, voilà. Christine vient d'un milieu modeste. Elle naît en Tunisie et grandit à Marseille avec ses 7 frères et sœurs. Issue d'une famille d'ouvriers, elle se marie à 21 ans et devient mère de 2 enfants. Son mari crée une entreprise de maçonnerie. Elle l'assiste pendant 12 ans. Des coups de main au secrétariat et un petit commerce de céramique. À l'époque, l'entreprise prospère dans la région. C'est un petit peu une réussite d'avoir atteint un statut social un peu plus haut que ceux de mes parents qui n'ont jamais réussi à s'acheter une propriété. Bon, moi, c'est vrai que j'ai réussi à acquérir un bien. Et ça, c'était une réussite quand même par rapport du milieu d'où je venais, quoi. Voilà. C'était... oui. Et j'en suis très fière, d'ailleurs. Mais au bout de 30 ans de mariage, elle n'est plus heureuse dans son couple et décide de quitter son mari. Problème, pendant ses années de travail auprès de lui, elle n'a cotisé que 2 ans, comme beaucoup de femmes d'artisans. Pas de chômage, une retraite diminuée. Alors elle espère toucher la moitié de la valeur de la maison, un bien commun dans lequel vit son ex-mari. Seulement voilà, depuis 8 ans, le couple s'affronte en justice sur le prix de la villa. Christine ne peut toucher sa part. Et quand même, on se dit, je suis la mère de ses enfants, jamais il ne me laissera dans la précarité. On n'y croit pas. On ne peut pas l'imaginer, c'est pas possible. Surtout quand on a un gentil mari. Bon, mais voilà, puis ça arrive. Personne n'est à l'abri. Aucune femme n'est à l'abri. Voilà. C'est ça l'injustice. Pour s'en sortir, Christine compte beaucoup sur l'argent qu'elle doit récupérer de la maison. Elle espère plus de 200 000 €. Dans un mois, c'est la justice qui va trancher. Aujourd'hui, elle a quitté la campagne pour la ville. Elle loue un petit appartement dans le centre de Cassis. Alors voilà ma petite maison. Hein. Alors vous avez ma petite salle de bain. Vous avez ma kitchenette, toute petite cuisine. Et là, vous avez ma petite chambre aussi. Voilà. C'est tout petit. Christine est passée de 300 à 30 mètres carrés. Tout ça pour combien? Exactement, avec les charges, 604 €. 35 centimes. Ça représente combien de votre budget? Ça représente 50% actuellement. La moitié. C'est beaucoup, hein. Mais bon, ben... j'ai pas trouvé autre chose, hein. Donc je suis obligée de payer ce loyer-là. Comment ça se fait que vous n'ayez rien trouvé d'autre? Mais parce que ça fait déjà 3 ans presque que j'ai fait une demande de logement à l'office des HLM. Et puis bon, ben, apparemment, je ne suis pas prioritaire. Pour cet appartement, Christine touche 150 € d'allocation. Son budget reste serré. L'été, elle gagne 1 200 € par mois. L'hiver, elle vit avec 900. Femme de ménage, ça lui permet à peine de survivre.
Alors depuis un mois, elle a trouvé un second job. Et voilà. Avec une petite chatine. Merci. Bon après-midi. Au revoir. 2 cafés, s'il vous plaît. 2 cafés à emporter aussi. Allez. Elle sert ici seulement 3 jours par mois. 166 € en plus. C'est déjà ça. Voilà. Ah oui, le sucre. Christine n'a pas encore tous les réflexes. Pas facile d'apprendre un nouveau métier à 58 ans. La petite gourmandise. Vous m'avez dit le thé, excusez-moi. Japan Lime. Japan Lime. Et en plus, ici, on vend plus de 1500 produits. Japan Kosher. Vous connaissez pas encore bien la boutique? Ah non, 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 je connaissais pas bien la boutique. Surtout les thés. Les thés, alors, c'est vraiment... Heureusement, les clients en vacances sont détendus. Là, en face de vous. Là. Oui, voilà. Et là. Il est 13h. C'est l'heure de la pause déjeuner. Ça va, tu vas bien? Colette travaille dans la même Je suis enseigne. en train de rapprovisionner. Alors? Comme souvent, elle vient déjeuner avec Christine. Ça va? Ça me va très bien. J'ai pas grand-chose, hein, Colette. Hein. J'ai ça et puis j'ai des compotes. Tu voudrais une compote? Un peu de jambon, ça ira. Ah, et j'ai pas de beurre non plus. Hein. Elle a beau être fauchée, elle n'en est pas moins généreuse. Ça va. C'est pas grand-chose, mais bon. Ça te calera un peu. Hein. Voilà. Bon appétit. Bon appétit. Colette et Christine appartiennent à la même génération de femmes. Une époque où le mariage c'était pour la vie et où l'épouse, bien souvent, dépendait financièrement du mari. Bon, ben, c'était fait pour la maison, pour élever les enfants. Ils n'avaient pas le droit de parole pour le salaire. C'est tout qui gérait. Voilà, hein, c'est pas esclave, mais enfin, on peut dire qu'on était esclave. Soumise. Soumise, voilà. Quelque part, malgré le modernisme qui est arrivé. C'était une fausse liberté, quoi. Vous, c'était le cas? Vous avez trop donné, vous pensez... Moi, j'ai travaillé bénévolement quand même pendant des années. Voilà, bon, ben, je me retrouve sans rien parce que, évidemment, on n'a pas cotisé pour moi aux caisses de retraite. Voilà. Donc, moi, je n'aurai pas de retraite. Il va falloir que je continue. Même si je suis en âge de la retraite, je ne pourrai pas la prendre. Donc, je suis obligée de continuer à travailler. Quoique ça conserve de travailler. Hein. Donc, ça me console. Hein, Colette? Positiver pour ne pas sombrer. Une force de caractère qui lui permet de tenir le coup. Mais pour combien de temps encore? Pendant quelques semaines, elle héberge son frère cadet, Pierre, qui a trouvé du travail dans la région. Tu as pris des glaces, hein? J'y vais. Divorcés tous les deux, ils vivent des moments difficiles. Alors ils se serrent les coudes. Ça fait du bien de se poser. Hein? Ça, tu as raison, ouais. Oh, putain, je peux plus, là. Ouf. Voilà, ben, ce soir, on va manger pâtes. Pâtes aux fruits de mer. Aux fruits de mer? Ouais. Putain, c'est le grand luxe. Hein? Ouais, c'est le grand luxe, comme tu dis, ouais. Bon, c'est pas les fruits de mer qui a été... ah ben non, c'est les surgelés qu'il y avait dans le congèle. Ouais. Elle est partie. Pierre prend soin de sa sœur. Il est le témoin privilégié de son épuisement. Je crois pas qu'elle tienne un an de plus, mais la connaissance, je sais qu'elle va essayer de puiser. Pourquoi elle tiendra pas un an de plus, selon vous? Ben, parce qu'elle est arrivée à saturation, parce que ça fait longtemps que ça dure et parce qu'elle ne voit pas le bout du tunnel, quoi. C'est trop long, c'est trop long. Parce que bon, quand on n'a plus rien, on devient rien. On devient, excusez-moi, une merde. On n'est plus rien. Voilà. Alors donc, je sais pas, après on parle des assistantes sociales. Oui, j'ai été au Resto du Cœur aussi, j'ai été au Resto du Cœur. Je me suis présentée. Ah ben oui, on vous donne 2 clémentines pour passer la semaine. Voilà. Et j'avais honte quand même d'aller au Resto du Cœur. Je pensais jamais qu'un jour j'irais, moi, au Resto du Cœur.
Mais j'y étais. J'ai pas été longtemps. Hein. Après, j'ai trouvé du travail, donc ça a été. Mais même là, c'est une association qui est très bien, mais il y a trop de gens dans le besoin, trop de gens dans le besoin. Donc même là, ils sont obligés de faire attention et de partager. Alors, au final, vous vous sentez dire, bon, ben, parce que je suis seule, il y a une famille, ils en donnent plus, et comment je vais faire, moi, pour manger et tout. Voilà, après, j'ai dit non, j'y vais plus. Et je n'y suis plus allée. Voilà. Et je suis restée sans manger. Bon, ben, c'est pas grave. On a un capital de réserve, je pense. Non, allez, je veux plus en parler. Pour l'instant, là, je travaille, j'ai de quoi manger, j'ai mon frère qui me soutient parce qu'il est là en ce moment. Ça va mieux. Ça va un peu mieux quand même. Tant qu'elle n'a pas touché sa part de la villa, elle a décidé de ne rien lâcher. Le lendemain matin, pas de ménage, pas de café à servir. C'est important pour moi, voilà, pour me dire que ben, je peux me payer ce luxe-là, et puis bon, ben, de toujours paraître jolie, pas négligée, quoi. Apprêtée, que ce soit par le maquillage ou par les vêtements. Montrer une allure, avoir la classe un peu. Christine ne veut pas perdre son rang. Elle reste une femme qui aime se faire plaisir. Elle a juste changé sa façon de consommer. Je crois que je vais craquer pour 10 €. Hein. Allez, va, j'y vais. J'espère que c'est bien ça. Bonjour. Elle semble se satisfaire de ce petit achat. Mais il ne faut pas s'y tromper. Elle ne se résout toujours pas à vivre dans le besoin. Ce qui n'est pas normal, c'est que je ne puisse plus m'habiller comme je le voudrais. Parce que c'est mon seul plaisir, quoi. J'ai quoi d'autre? J'ai rien d'autre. Je sors pas. Voilà. Donc, des petits vêtements comme ça, ben, voilà, ça me satisfait. Je suis contente. Au moins, ça paraît pas que je suis un pauvre. C'est dur à dire, hein, d'être pauvre. Bien. Des renoncements, il y en a eu beaucoup depuis son divorce. En dehors du temps consacré à l'entreprise de son mari, Christine se passionnait pour la céramique. Diplômée des Beaux-Arts, elle donnait des cours dans son ancienne villa et exposait même ses œuvres sur ce même marché. Mais c'est fou. Attendez, j'ai fait... Mais oui, la même chose. Les positions sont les mêmes, c'est droit, là, avec les pieds. Ah bon? J'ai fait la même chose, celle-ci et celle-ci. En raccou? Non, pas en raccou, en faïence, oui. J'avais la chance de faire le métier que j'aimais, mais je ne me rendais pas compte à quel point j'avais cette chance. Et donc maintenant, je veux retrouver ce que je faisais avant, ma passion de créer. Parce que tu sais, ça ne s'invente pas. Hein. Christine y croit, car elle a un projet en tête avec Gérard, un ancien élève de son cours de céramique. Et où ça en est alors pour le projet? Le four. Ouais, où et ça on en est t'attend justement pour voir un peu. Il y a 10 ans, elle était son professeur. Aujourd'hui, c'est lui qui va l'accueillir dans son atelier. Et il a calculé combien de brûleurs il fallait? Et toi, tu m'as donné des conseils dans ton atelier qui était merveilleux. Hein, atelier, ben, je crois que j'avais un des plus beaux bels ateliers de la région. Dans un endroit. Et alors là, moi, je vais te permettre de rebondir, tu vois. Hein? Mais je suis émue, là. Tu es émue de... Eh oui, mais parce que c'est le juste... Tu as été tellement gentil avec tes amis. Tu nous as aidés. C'est le juste retour des choses. Crois-moi. C'est le juste retour des choses, que tu rebondisses. Oui, j'espère. Ça va aller. Mais il faut se donner les moyens de... Toutes ces épreuves ont laissé des traces. Mais son calvaire est peut-être bientôt fini. C'est fini, tu ne remontes plus. Hein.
la chance de... Ce matin, elle s'est levée aux aurores. Elle ne part pas faire des ménages, mais elle part au combat. Le dernier, elle espère. Une audience au tribunal de Marseille. Il y a de l'argent à la clé. La moitié de la valeur de la villa qu'elle partageait avec son ex-mari et qu'il occupe encore. Il a bien profité pendant 8 ans de la maison, d'avoir son boulot. Pour lui, rien n'a été touché, quoi. Moi, voilà, je suis sans rien depuis 8 ans. Vous êtes dans quel état d'esprit, là? C'est compliqué, je ne sais pas dans quel état d'esprit je suis. Je suis à la fois angoissée et à la fois contente parce que je pense que c'est la finalité, enfin j'espère. Les procédures s'éternisent, car le couple n'a jamais réussi à se mettre d'accord sur un prix. 8 ans de procès. Ce matin, elle craint de croiser son ex-mari. Très vite, elle se rassure auprès de son avocate. Il n'a pas l'air d'être là, son avocate non plus d'ailleurs. Si, elle était là. Elle était là, elle je l'ai était pas là, vue. je sais retenir. C'est la blonde? Oui. Donc là, Soulagement. Il ne s'est pas déplacé. Christine va demander la vente aux enchères de la maison pour peut-être obtenir un juste prix. Je dirais ça après. Elle espère récupérer plus de 200 000 €. L'argument de son avocate, la déchéance de Christine. Sa cliente est obligée de faire des ménages parce qu'elle attend son dû. Bravo, bravo. donc on a un délibéré qui est fixé au 8 novembre. On s'est expliqué devant le juge, chaque partie a pu s'expliquer. On s'est bien battu, je pense. Après, la balle n'est plus dans notre camp. Et on espère que les arguments qu'on a développés seront bien entendus. Voilà. Très bien développé. Merci. Bravo. J'ai bon espoir maintenant, ben voilà. Faut attendre 3 semaines, c'est pas long, 3 semaines. Comparé à 8 ans. La vie a rendu Christine philosophe. Encore un peu de patience. Le Havre, février dernier. C'est l'histoire d'un patron au bord de la faillite. Benoît Poinbeuf a fait fortune dans le secteur du bâtiment et de l'outillage, mais la crise le touche de plein fouet. À tel point que les ouvriers de son usine de béton ne sont plus payés depuis 1 mois. Tout le monde est à cran. Non merci. Oh, sérieux, après 2 ans passés ici, non merci, j'ai même plus envie de te dire bonjour. Tu peux couper ton truc là s'il te plaît? Merci pour les payants. Merci pour les payants. Ah, faut que je t'explique les choses parce que malgré ton pas bien expliqué. Non, il y a un truc surtout, c'est que tu me prends pour des cons. Moi là, c'est bon, j'en ai marre. Il y a que moi qui te dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Si pour toi t'as déjà toute la vérité, bah c'est bien, toute manière, j'ai rien à dire de plus là. J'ai pas toute la vérité, moi ce que je sais c'est que à la baraque j'ai une gonzesse, j'ai un gamin et j'ai pas rien à bouffer dans le frigo. C'est toi qui vas aller me les nourrir ce soir. Si je suis là en face de toi, c'est pas pour faire ma responsabilité. Non mais ça fait 2 ans que tu me dis fais-moi confiance encore un peu, fais-moi confiance encore un peu. Et tu crois que ça me cure pas? C'est vrai. Tu crois que ça vaut plus t'écœurer que lui, c'était rond quoi. Les ouvriers ont compris. L'entreprise est au plus mal, le patron aussi. Moi, je suis pas parti dans des projets comme ça pour me retrouver aujourd'hui en cessation de paiement. Et on fait pas ça pour ça. La manière dont je l'ai fait, c'était une partie de poker. Je pouvais gagner comme je pouvais perdre. Aujourd'hui, je suis en train de perdre.
Mais on est beaucoup d'entrepreneurs en train de perdre à ce moment-là. Dans le milieu des patrons havrais, Benoît Poimboeuf est une comète. En seulement 3 ans, il a monté un petit empire qui aujourd'hui s'effondre. C'est à Criquetot-Lenneval, à 20 km du Havre, que tout a commencé. Benoît Poimboeuf y reprend la quincaillerie de son père et passe à 5 magasins comme celui-là, 4 usines et 115 salariés. Son chiffre d'affaires est multiplié par 20. Ah, Catherine, c'était le départ de l'entreprise, ça? Oui. On travaillait uniquement dans cette surface-là. C'est vrai. Ah. Il n'y avait pas de plafond, je crois. Les oiseaux chiaient dans les gondoles et tout. Alors, c'était assez extraordinaire. Ouais. Puis au fur et à mesure, voilà, on a poussé les murs, on a agrandi, on s'est modernisé et puis on a développé plusieurs business. Le tout sans aucun diplôme. À 35 ans, il réussit à obtenir 17 millions d'euros des banques pour développer son enseigne. Il devient un des poids lourds de la région. Vous étiez gros comment? Il n'y a pas si longtemps. Moi, je faisais 20 millions d'euros, même 20 millions d'euros de chiffre d'affaires. On est fier quand on réussit à monter une entreprise comme ça? C'est pas la fierté. C'est pas la fierté, c'était... je devais me réaliser comme ça. Enfin, c'était vraiment un objectif. C'est sûrement stupide, mais je m'étais toujours dit qu'un jour, j'aurais une grosse entreprise, pas un truc avec 10 000 personnes, mais je voulais savoir ce que c'était un petit peu les arcanes d'une grosse PME. Et j'ai vu, c'est bien. Et dans le même bateau, il y a tous ceux qui l'accompagnent depuis ses débuts, comme Catherine. Vous êtes au courant de la situation de l'entreprise? Pas trop, mais on n'est pas dupes. J'espère qu'on va remonter la pente. C'est vrai que moi, après, pour trouver du travail, c'est trop dur, quoi. Parce que moi, j'ai 54 ans, donc pour trouver du travail derrière, ce ne sera pas possible. Mais je pense qu'il souhaite s'en sortir, M. Poimboeuf, quand même. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Oh, ça se voit sur lui, quand même. Hein. Ce serait dommage, quand même, de perdre une entreprise comme ça. Les salariés l'ignorent. Mais le groupe est tellement en difficulté que demain matin, Benoît Poimboeuf est convoqué au tribunal de commerce. Il risque la liquidation de son enseigne. Le lendemain matin. Ikea. Et 9h. Dans 1 heure. Bah ouais, c'est un peu stressant là ce matin. Benoît partage sa vie avec Sophie depuis 10 ans. J'attendais ce jour-là avec impatience. C'est vrai que la nuit a été assez longue. On n'a pas beaucoup dormi, mais bon, quelque part, ça va être aussi un soulagement. On va savoir si c'est redressement, si c'est dépôt. Enfin, ça va jouer quand même beaucoup aujourd'hui. Il faut pas avoir la pression, quoi. Ça va venir à quelques minutes avant d'entrer dans la pièce, quoi. Comment vous vivez la situation? On subit son stress au quotidien. Avec les coups de blues, de morale, le week-end, à rien vouloir faire, à pleurer, à pas vouloir se lever des fois du lit. Donc, même si j'essaye de le soutenir du mieux que je peux, y a des fois j'ai aussi un petit peu envie à mon tour de claquer la porte parce que je m'en prends plein aussi par moment. Ouais. Voilà, c'est tout. Pour moi, c'est pas constructif pour Sophie. Enfin, généralement, je peux pas lui imposer ça éternellement, quoi. C'est pas vivable. C'est pas vivable. Mais bon, on va s'en sortir. Moi, j'y crois en tout cas. Benoît est battant. C'est un battant et rebondit. Depuis cette nuit, j'ai une musique dans la tête. C'est une musique d'Eddie Mitchell il ne rentre pas ce soir. C'est très caricatural parce que c'est marrant. Je sais pas si vous la connaissez, non? À chaque fois, il répète fini la grande école privée, le golf à Saint-Tropez. Enfin bref, ça. Il se décide à traîner car il a peur d'annoncer à sa femme et son banquier
la sinistre vérité. Être chômeur à son âge, c'est pire qu'un mari trompé. Il ne rentre pas ce soir. Fini le golf et le bridge dans la grande école privée. L'éducation des enfants. C'est ici, au tribunal de commerce du Havre, que son sort va se jouer. Regardez. On n'est pas grand-chose. Hein. Il y a des risques que Benoît Poimboeuf perde toutes ses entreprises. Oui, il y a des risques, oui. Il y a des risques. Le tribunal va évaluer la gravité de la situation. Il peut décider de mettre fin à l'activité ou bien accorder un sursis à Benoît Poimboeuf. L'audience va durer 1 heure. Ça y est, la décision est tombée. J'ai vraiment eu l'impression d'être écouté. Qu'on nous a écoutés. Oui. J'ai tombé en face de gens qui avaient... voilà. Non, mais je m'attendais à une sanction, un coup près. Nous avons obtenu ce que nous souhaitions, c'est-à-dire le bénéfice du redressement judiciaire sur l'ensemble des sociétés. Voilà. En clair, un sursis de 2 mois pour démontrer qu'il peut sauver son entreprise. Et pour le moment, Benoît aimerait bien partager son soulagement. J'appelle ma femme quand même. Oui, c'est moi. Bon, c'est pour dire que ça a été, on a pu obtenir ce qu'on voulait. Et... Bon, écoute, on se rappelle, je t'embrasse. Je vais appeler mon père quand même. Oui, c'est Benoît. Ah, c'est pour dire que tout a été... voilà, bon, écoute, je t'embrasse et puis on se rappelle pour discuter. Des bisous. C'était que des messageries? Bah oui, ils s'en foutent tous là. Je pense qu'ils doivent prendre du repos, ils doivent se dire ça y est, il est parti en tôle, on va enfin pouvoir décompresser. Non, franchement, ça fait du bien. Je m'attendais à me faire charger. C'est une petite victoire. Ça fait du bien. Ça fait du bien. Ce patron est en sursis, mais pour combien de temps? Quelques semaines plus tard, le groupe Poimboeuf tourne au ralenti. Les magasins d'outillage ont tous fermé, sauf un, où se concentre toute l'activité. Merci Eric. Dans le magasin de Cricto, Benoît Poimboeuf essaie d'attirer les clients par tous les moyens. Au beau milieu des outils, il vend désormais quelques produits alimentaires. Les salariés se demandent un peu ce qui se passe. Ça, c'est fait. Ça, c'est à faire, à rentrer. Bah, vous savez, on manque un petit peu de communication avec M. Poimboeuf, donc... C'est-à-dire il ne nous dit rien. Donc on ne peut pas savoir comment marche l'entreprise. Société Poimboeuf, bonjour. C'est vrai qu'il y a besoin aussi, de temps en temps, de savoir où on va, les chiffres, etc. Si c'est bien, si c'est pas bien. Et là c'est bloqué. C'est vrai, ils ne nous parlent pas, quoi. Pour rebondir, Benoît Poimboeuf a cédé une de ses filiales. Mais l'argent de cette vente est bloqué par un notaire. Alors, sans trésorerie, il tente, vaille que vaille, de sauver son groupe, le tout sous le contrôle du tribunal de commerce. Ça, c'est les impôts. Pas évident. On arrive encore à travailler quand on passe en redressement judiciaire? Pas... c'est ce qui détend, quoi. C'est ce qui détend un peu, hein, le travail. Ça permet de sortir, je dirais, de cette spirale, quoi. Mais non, c'est pas facile, pas facile. Il faut tenir la barre, quoi. Tu fais un. Et tout cela déteint sur la vie de famille. Mais là, c'est Sophie qui tient la barre. Bien, qu'est-ce que t'en dis? Tu l'achètes? Vas-y. Papa, il va pas tarder à arriver, là.
Dans 5 minutes, il arrive. Quand je le vois passer par la fenêtre, je sais si il est bien ou pas bien. Donc là, tout à l'heure, ça, il est un petit peu de mauvaise humeur. Fatigué par sa journée de travail. Oui, il est tout le temps. Comment tu le vois? Par exemple. Je sais pas s'ils ressentent inconsciemment, mais je sais qu'on a eu pas mal de soucis avec Martin à l'école. Oh bah d'accord, vous n'êtes pas couché? Ça va? Oui. Et toi? Je suis mort. Oui. Ça va plus? Ah, mon petit Martin? Oui, Arnaud. Excusez-moi de vous déranger ce soir. Benoît est là. C'est bon pour demain? Mais pas vraiment. Au bout du fil, un avocat. Difficile d'oublier les problèmes. Des fois, il m'exaspère. J'ai un beau caractère, ça va, heureusement, parce que faut le supporter aussi. C'est vrai, attends. C'est pas non plus une aventure banale. Hein. Non. Mais bon, tu nous l'as fait subir aussi, des fois. Beaucoup. Un peu beaucoup. Un peu trop. J'en ai marre de cette situation. Une situation qui ne va pas tarder à empirer. 2 semaines plus tard, Benoît Poimboeuf a de graves ennuis. Il vient de passer 2 jours en garde à vue. Des anciens employés l'accusent d'abus de biens sociaux. Ils sont venus me chercher devant mes enfants à 7h45 du matin. Bon, je suis tombé sur des gens sympas, ils me laissaient prendre ma douche. Ils ont fait une petite perquisition, ça s'est bien passé, quoi. Ils ont pas retourné à la maison, ça s'est passé dans les manières tout à fait correctes. Bon, je pense que devant les enfants, ça aurait pu être évité, ça c'est un truc. Et puis, grosso modo, c'était des interrogations qui duraient entre 2 heures et 4 heures. Et puis, il n'y a pas d'eau, bon, vous dormez sur une paillasse en béton avec un tout petit matelas. Benoît Poimboeuf est soupçonné de s'être fait construire, il y a 2 ans, une maison avec les moyens de ses entreprises. Aujourd'hui, le chantier est arrêté. Lui se sent injustement mis en cause. Mais les gendarmes ont mené une longue enquête et le patron avraie dans le collimateur de la justice. J'ai vécu ça comme un soulagement parce que ça a été enfin l'occasion de pouvoir m'expliquer sur des choses qui, franchement, sont... Bon, je vois pas où je peux être condamnable dans ce qui m'est reproché. Il faut croire qu'en 2011, malheureusement, sur des racontards, des bruits, des on-dit, on peut encore détruire quelqu'un et casser quelqu'un qui a envie de faire... ma seule motivation, c'était de créer de l'emploi, être un entrepreneur. L'argent, après, arrivait en second lieu. Déjà en difficulté dans ses affaires, Benoît Poimboeuf se voit désormais entaché d'une réputation sulfureuse. Avec son avocat, ils doivent rapidement préparer sa défense. Voilà. Sortie de garde à vue. J'avoue, j'ai craqué. J'ai pleuré comme un enfant. 2 jours, c'est long. Ouais. C'est un truc de fou. Benoît, quels sont les faits qui vous sont reprochés? J'aurais fait d'abus de biens social. J'ai marqué faux, usage de faux en écriture comptable. Travail dissimulé. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? C'est tout. C'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Ouais, c'est déjà pas mal. Bref, ce sont des accusations graves. Voilà. Là, c'est du sérieux. Hein. C'est une mise en examen. Ça veut dire qu'on est officiellement accusé d'un certain nombre d'infractions pénales. L'impression que j'en ai depuis le début de ce dossier, c'est qu'il y a beaucoup de délations. Et la rumeur faisant son effet, on se retrouve avec un dossier d'instruction avec ni plus ni moins la caricature d'un type qui a dépouillé ses boîtes pour vivre au-dessus de ses moyens. Donc quand on est arrivé chez le juge d'instruction, quand on est arrivé en garde à vue, c'est ce qu'on voulait te faire avouer. Ouais. Donc à nous, le gros travail de l'instruction, ce sera de démontrer que tout ça, c'est pas fondé. Ça va pas être simple. Il risque même la détention préventive.
sauf à payer une caution de 20 000 €, dont 4 000 exigibles de suite. Il y a une vraie discussion. C'est soit on paye la caution, soit on va en prison. Voilà, c'est ça. Oui. J'ai plus rien, j'ai plus de salaire. J'ai rien. Alors, je vais y aller en prison si j'ai plus de thunes. Ah non. Ah, tu paieras pour moi. Non, mais attends, tu peux pas. Tu sais pas ce que c'est que la prison, t'es enfermé, c'est hyper violent. Enfin, il est hors de question que tu te débrouilleras, je sais pas, tu te débrouilles, mais tu me trouves 20 000 €. Et tu veux que je fasse comment, de toute manière? 4 000 € pour le 25 avril. Vous avez pas d'argent de côté? Non, j'ai rien. J'ai rien, non. Vous avez plus rien? Bah si, j'ai une moto. J'ai une moto. Bah ouais. Enfin bon, c'est pas encore gagné son histoire. Pas d'argent. Benoît Poimboeuf aurait dépensé toute sa fortune dans ses tentatives de sauvetage de son entreprise. Quant à son patrimoine, pas mieux. Il vit chez sa compagne. C'est elle, la propriétaire de la maison. Si t'arrives pas à trouver la somme pour ta caution, ben, je mets en détention provisoire, peut-être pas jusque-là. Ouais. Je pense que le juge, c'est pas non plus un... Je veux dire, je pense qu'on peut s'expliquer. Si j'ai rien, j'ai rien. Je veux dire, j'espère que la loi ne nous oblige pas à aller taper les parents. Enfin, je trouvais ça grave à approcher les 40 ans, d'être obligé d'aller taper mes parents ou les parents de Sophie. Enfin, j'arrive pas à concevoir ça, quoi. Et si on doit me mettre en prison pour ça, enfin, Vous allez l'aider sur sa caution? Franchement, non, parce que... C'est un truc qu'on s'est toujours fixé, qu'on soit toujours indépendant. Ça fait partie de notre mode de fonctionnement, donc on dérogera pas à ça. Et il est hors de question que Sophie s'engage pour moi. Non, mais de toute façon, si je pouvais sortir comme ça, boum, bah oui, je le ferais. Ah bon, voilà. Je le ferais. Bah attends, là, tu vis chez moi, là. Depuis 6 ans, je dis rien, je réclame pas loyer ni rien, alors bon. Donc je suis pas comme ça. Un mois plus tard, c'est terminé au magasin. Le tribunal de commerce a décidé la liquidation du groupe de Benoît Poimboeuf. Dans un climat de suspicion générale autour de lui, il n'a pas réussi à convaincre que son entreprise était vraiment viable. Il faut qu'on fasse place nette aujourd'hui, l'entreprise ne m'appartient plus. Quoi. Donc je récupère ce qui m'appartient. Voilà, je fais un peu de propre. On n'en sort pas indemne, hein, c'est sûr, d'une aventure comme ça, on est détruit. Hein. Donc, ça va se faire petit à petit. Hein. Financièrement, vous en êtes à quel point, personnellement? J'ai plus rien. Non, j'ai plus rien. Vous en endettez personnellement à quelle hauteur? 7,5 millions. 7,5 millions. Vous devez 7,5 millions d'euros? Ouais, aujourd'hui, ouais. Hey. Je suis pas prêt de les payer, hein, en fait, le calcul. À moins de m'appeler de Marjorie ou... Enfin, bref, un des grands patrons du CAC 40, vous pensez bien qu'on ne peut pas vraiment payer ce genre de choses, quoi. Donc, y a beaucoup de gens qui vont s'asseoir sur beaucoup de choses. Seule la vente de l'entreprise permettra à quelques-uns de se rembourser. Mais pour le moment, il faut annoncer la liquidation au personnel. Hey, Catherine, tu dis à midi qu'elle monte dans mon bureau avec tout le personnel. Ouais. La décision est tombée ce matin, on a été liquidé complètement. Donc voilà, c'est terminé pour nous tous. Et en plus, il n'y a pas de poursuite d'activité. Bon, voilà. Donc moi pour l'instant, j'ai un peu trop
trop d'émotions pour pouvoir penser à quelque chose et puis il faut l'encaisser. Ou c'est pareil et puis on va se voir après, quoi. Hein, enfin, je vous remercie en tout cas. Bon. C'est un mauvais moment, mais on a eu des bons moments. On vient jusqu'à nouvel ordre, lundi. Moi je suis désolée, mais le temps que je reçois pas un email, je continue à venir. Je trouve que le mandataire, il brille par son absence. Tout à fait, oui. On reprochait un tas de choses. On a quand même des clés, on a quand même des responsabilités. À partir d'aujourd'hui, moi je suis plus rien pour vous, c'est clair. Hein. Donc, vous avez envie de continuer de travailler, vous travaillez. Vous avez pas envie de vous allez rentrer chez vous, rentrez chez vous. Personnellement, je n'y vois aucun inconvénient. Voilà, je vous embrasse tous et puis un grand merci. On s'est toujours défoncé et puis voilà, le résultat, c'est que je pense qu'il y en a qui en voulaient depuis longtemps, M. Poinbeuf, depuis des années, qui voulaient sa liquidation, quoi, sa mort. Quoi. Maintenant, je pense qu'ils ont gagné. Ils ont gagné. Hein. C'est pour lui encore, c'est pour lui aussi, pour trouver du travail derrière, c'est autre chose. Hein. Bon, enfin, nous, on s'en fait pas pour lui. Hein. On s'en fait plutôt pour nous. Hein. Pour tout le monde. Là, c'est mort, comme je t'avais dit, quoi. Tout était pillé, quoi. Depuis le départ, enfin. Ouais, mais bon, on va penser quand même à... Bon, non. Tout le monde rentre chez soi. Ouais. Pas bon, heureusement, là, il y a d'autres. C'est brutalement, enfin, moi, Je le savais que ça se terminerait comme ça, je le sentais. Je voulais pas y croire. Ah, parce que moi, du jour au lendemain, j'ai plus rien. À part faire le jardin. Parce que papa, il y retourne pas. Hein? Ah, papa. Parce que papa, il retourne pas, bon. Ouais. Fermer tout ce soir, enfin, c'est brutal. Sortir par la petite porte alors qu'il a construit tout ça, c'est un peu... Maintenant, il va falloir rebondir. Mais c'est un coup dur à encaisser. Là, on va attendre un petit peu qu'il avale la pilule et puis après discuter de l'avenir de façon un peu plus sérieuse. Bon, faut qu'on vende tout puis qu'on parte. Faut pas qu'on reste ici. Pour moi, en tout cas, je resterai pas ici. Allez, c'est bon. Je resterai pas ici. Bordeaux, 5h30 du matin. C'est l'histoire de Jean-Luc. Ce sera ma seule cigarette de la journée. Il a 50 ans. D'ailleurs, je l'éteins. Je la garde ici pour plus tard. Et voilà. Vitrine allumée. Jean-Luc a repris ce commerce il y a seulement 8 mois. Très calme. Le matin, à partir du moment où les gens entrent, tout se passe bien. J'aime bien le rush, le coup de feu qui va arriver, je le sens là, c'est le calme avant la tempête parce qu'il n'y a pas eu un seul client et les journaux ne sont pas là. Il se pourrait que les journaux n'arrivent que vers 7h15, mais je suis fatigué. Ouais. Très 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 fatigué. Je vais me mettre un coup de ventilateur d'ailleurs parce que j'ai chaud. Et puis je vais prendre une friandise. Voilà.
Dans ma bouteille d'eau, aujourd'hui, il va y avoir un guronzan. Une difficile dégringolade. Il y a 3 ans, Jean-Luc menait une belle carrière de cadre. Bonjour, comment ça va? Mais un licenciement, une séparation et une dépression plus tard. C'est parfait. Le voilà buraliste, surqualifié. Vous aussi, monsieur. Also, guten Morgen, wie geht's dir? Gestern hat eine Frau, die ich sehr gut kenne. Parler très bien allemand, anglais, espagnol. Ja, natürlich. Und Italienisch. Si. Jean-Luc parle 5 langues couramment. Souvenir d'une époque révolue. Ich rufe dich an. J'ai fait 5 ans de restauration en Italie, 6 d'hôtellerie au Mexique, et puis 8 aux États-Unis, mais avec toujours des gens, des brigades très internationales dont je m'occupais, voilà. Hé, cher monsieur. Un professionnel. On a l'air coquin ce matin. Aux multiples ressources. Et comme je vous disais, ça me fait une belle jambe. Merci. Pourquoi? Ça me sert à rien. J'ai toujours le plaisir à voir les gens, mais je me dis quand même quel ratage, quoi. L'histoire de Jean-Luc est celle d'un homme qui avait réussi dans son travail, dans sa famille, et qui, comme par un jeu de dominos, a tout perdu. Jean-Luc a vécu 12 ans avec femme et enfants dans cette grande maison bourgeoise du centre-ville. Ça, c'est un salon, derrière, salle de bain et les chambres des parents. Et puis en haut, 4 petites chambres en haut. Issu d'un milieu intellectuel, son père est chef comptable et sa mère travaille pour de grands éditeurs parisiens. Il abandonne la fac de droit à 20 ans pour parcourir le monde. Chez Maxim's à New York ou dans les grands hôtels de Miami, il fait ses armes dans l'hôtellerie de luxe. À 38 ans, il se marie et revient en France. Père de 2 petites filles, Jean-Luc est au comble du bonheur dans sa famille, mais aussi dans son travail. Il occupe un poste à responsabilité, à quelques centaines de mètres de la maison. Je sortais, je traversais en biais parce que j'avais pas une seconde à perdre. C'était son chemin chaque matin. Et voilà. C'est au bout de cette rue qu'il officiait. Il y a encore 3 ans, Jean-Luc dirigeait une très belle boutique de vin bordelais. Une de ces institutions locales, très connue des amateurs de grands crus. Jean-Luc se passionnait pour cet univers de prestige. Directeur, il encadrait une équipe de 9 personnes, côtoyait des clients fortunés pour un salaire de 60 000 € par an. Jean-Luc faisait partie des notables du monde du vin. Trois ans plus tard, il vit seul dans ce petit 2 pièces au-dessus de son bureau de tabac. Je rapporte celle-là aussi. De son ancienne vie, il ne reste que des reliques. Mon uniforme de travail, c'était ça, c'était les cravates. J'ai passé les 30 dernières années de ma vie habillé comme ça. J'en avais un différent tous les jours, en fait. Un différent tous les jours, une cravate différente tous les jours aussi. Non, je m'amusais. Je m'amusais, c'était showtime. Allez, le nœud papillon, la cravate, allez, on y va. On ouvre le casino. C'était ça, ça me plaisait. Mais sa carrière va s'arrêter brutalement. En 2008, licencié, après un différend avec son employeur. Il décide de se lancer dans une procédure au prud'homme, mais reste amer vis-à-vis de son ancien patron. À partir du jour du licenciement, là, oui, on peut dire que je m'en veux. Et c'est pas prêt de passer. C'est pas prêt de passer, j'ai tout perdu. En quelques mois, les événements dramatiques s'enchaînent. Il n'a plus de travail,
Son couple bat de l'aile et finit par exploser. Licenciement, divorce, tout ce qu'il avait réussi à construire s'effondre. Il tombe en dépression. J'ai sombré avec une puissante envie de me suicider, ce que j'ai tenté de faire d'ailleurs. Voilà. Et ça a été très bien rafistolé, mais comme ça n'allait pas assez vite, je me suis attaqué ici à ce que je pensais être une artère. C'était une évidence. C'était une évidence, la douleur était insupportable. Après cette descente aux enfers, il passe plusieurs mois en hôpital psychiatrique, puis en maison de repos. Il en ressort brisé et fragile. À l'hôpital Pompidou, j'avais... Une seule chose le raccroche à la vie, ses filles. C'est pour se rapprocher d'elle qu'il achète ce bureau de presse il y a 8 mois. Il n'est qu'à 800 mètres de chez leur mère. Ses filles ont 11 et 13 ans. Jean-Luc en a la garde un week-end sur 2. Seulement voilà, les choses ne se passent pas comme il l'espérait. Avec beaucoup d'illusions, j'ai cru que mes filles se déplaceraient, pourraient venir à pied, me faire un coucou en sortant de l'école ou après le goûter, des choses comme ça. Elles sont un peu trop petites pour ça, mais voilà, j'y ai cru, mais c'est pas le cas. Non. Elles considèrent que c'est pas chez elles, par rapport à leur confort habituel, leur chat, leur jeu, leurs copines du quartier. Je sais que quand il est 14-15 heures, le dimanche après-midi, elles commencent à regarder leur montre. Ça, c'est un coup de poignard. J'ai simplement pensé que tout serait simple et qu'effectivement, je serais un autre papa, oui. Ça n'a pas vraiment gazé, ça n'a pas produit de résultat, ni pour la rémunération de mon travail, ni par rapport à mes filles. Ça n'a pas voulu. Rien n'a voulu. Car en plus, son commerce va mal. C'est avec appréhension que Jean-Luc vérifie les comptes tous les matins. Merci. Merci. Moins 23 000. Votre commerce vous rapporte combien par mois? Moins 2 000. C'est-à-dire 2 000 € en moins tous les mois. Une fois avoir tout payé, voilà, c'est là que j'en suis. C'est du 95, 100 heures, 115 heures, pour rien. C'est inimaginable. J'aurais jamais pensé ça en arriver là. Bah. Tenir un tabac presse n'est pas aussi simple que ce qu'il avait prévu. 289. Il faut gérer un stock de 1200 magazines, ouvrir 6 jours sur 7 et multiplier les produits. Le paradoxe de Jean-Luc, c'est qu'il a augmenté le chiffre d'affaires de 30% sans augmenter la rentabilité. 31. Bon vendeur, mauvais gestionnaire. Ruiné, il ne dépense pas plus de 4 € par jour. Je me suis absolument rien acheté. Mes chaussures, j'en ai flingué 2 paires ici. J'ai ma dernière au pied en ce moment. Elles étaient marron, mais elles sont plus totalement marron. Un lacet noir, un lacet marron. Les chaussettes, c'est du... Il n'y en a jamais 2 identiques parce que j'ai plus une paire de... Elles sont peut-être noires toutes les 2 aujourd'hui, mais il y en a une haute et une basse. Voilà, pour avoir 2 chaussettes noires, c'est ce que je suis obligé de faire. Je suis heureux que ma mère et mon père ne voient pas ça, c'est tout. Je suis très
très heureux que mon père et ma mère n'assistent pas à ça. Jean-Luc est tombé si bas qu'il suscite aujourd'hui la compassion du voisinage. Ça va, messieurs? Tous les midis, il rend visite à Simone, 73 ans. T'as un petit bout de jambon, un petit truc là? Vous mettez à table, tu vas pas manger du jambon. Hein? Juste un petit machin pour me caler là, parce que j'ai une brûlure, tu peux pas imaginer, j'ai le ventre vide. Merci. Monsieur Jambon, je vais l'appeler. Oh là là, bon, mes bons petits pavés de bœuf avec des cèpes, je vais faire. Simone me fait toujours une petite bouchée, des petits machins. Très souvent. Elle s'inquiète pour moi, elle trouve que je mange pas sérieusement. C'est de la gentillesse, c'est pas de la charité. Je viens lui dire bonjour comme ça. Elle me dit tiens, goûte-toi ça. Il prend pas le temps de manger, c'est pas bien. Je dis pas qu'il faut y passer des heures, mais il faut quand même manger. Voilà, c'est ça. Allez, je travaille les filles maintenant. Après, je vais vous faire manger à vous. Voilà, tu vois. Ce resto de quartier, c'est la deuxième maison de Jean-Luc. Ici, tout le monde a compris qu'il se passe quelque chose dans la vie de cet homme. Est-ce que vous vous sentez qu'il a eu une autre vie avant, différente? À mon avis, elle devait être très différente et qu'il a mal accepté d'avoir celle qu'il a aujourd'hui. À mon avis, ça ne tient qu'à moi. Personne ne me l'a dit, ni quoi que ce soit. Ça ne tient qu'à moi. Mais je ne pense pas trop me tromper. Parce qu'on le voit, des fois, c'est un gars, il est intelligent. Il est intelligent, il parle 4 ou 5 langues. Donc s'il a appris 4 ou 5 langues, il a bien été quelque part pour les apprendre. Il n'a pas comme ça, ou alors c'est un fantôme. C'est malheureux parce que c'est un drôle qui a 50 ans, quoi, et pas... Ça pourrait être mon fils, j'ai des enfants, moi de 52. Depuis quelques mois, Jean-Luc ne sort plus trop du quartier. 4 € de plus. Ses confidents, ce sont ses voisins, quelques clients, et puis Kevin, son apprenti. Ça, c'est réservé. Ça, c'est réservé pour Jérémy. Ça, c'est pour la mère de Manon. Ça, c'est réservé aussi, alors? Les deux Heidi, c'est réservé aussi pour la mère. Il y a qui autour de lui aujourd'hui? Personne. Enfin, à part son bureau tabac, qu'on pourrait dire que c'est sa personne, mais sinon personne. Ça me fait pas mal de peine parce que je voyais pas cette image-là du patron, que ce soit n'importe quel commerce. Je pensais pas qu'on pourrait en arriver là. Sachant qu'il a quand même eu un passé assez glorieux, qu'il a travaillé dans de grandes entreprises, il m'a raconté ses soirées où il s'amusait avec ses amis, où il faisait la fête, il rentrait chez lui, il prenait sa femme dans ses bras, il embrassait ses filles. Là, il n'a plus rien. Son seul truc qu'il a fait d'exceptionnel, je pense qu'il a été voir le feu d'artifice. Ça a été sa seule image jolie de l'année, je crois. Donc, voilà. La situation de Jean-Luc n'a jamais été aussi désespérée. Et pour ne rien arranger, Buraliste, c'est un contrat de 3 ans avec les douanes. 3 ans pendant lesquels il ne peut pas vendre. Un mois passe. Nous sommes au début de l'été. Juste raccourcir, hein? Oui, sans excès, Kevin. Pas de... Rien de branché, s'il vous plaît. Petit moment de détente dans l'arrière-boutique. Kevin a décidé de prendre en main son patron. Il n'y a pas de teinture, il n'y a rien. Je ne vais pas me retrouver blond, là. C'est dommage, mais non. Ah, c'est dommage. Kevin me voit bien blanc. Non, c'est pas vrai. Non? Je trouve que l'apparence, c'est un atout dans le commerce. On vend plus si on est propre sur soi, si on est... Oui, il a trouvé que j'étais négligé. Et vous trouvez vraiment que Jean-Luc est un peu négligé? Ah oui, moi je trouve qu'il est totalement négligé. Enfin oui, après voilà, il sait très bien que... Je pense que bon, après quand on a un commerce, il faut... Oui. Enfin, je suis quand même... les gens m'apprécient quand même. Oui, voilà. Maintenant, j'essaie juste de survivre. Et alors là, mon apparence, c'est vrai, ça me passe par-dessus la tête.
Pour vos filles aussi, peut-être? Elle me demande de prendre soin de moi, elle me demande Elles me disent que mes cheveux sont un peu longs, elles me disent qu'elles n'aiment pas quand les bisous de bonne nuit piquent. Elles me disent tout ça, et puis c'est surtout dans leur regard qu'elles sont... Elles voient que je suis pas comme avant. C'est plus élégant. Mais c'est pas mal, Kevin. Normalement, il y a un assistant chez les coiffeurs pour faire ça, merci. Merci. Jean-Luc avait d'autant plus besoin de cette nouvelle coupe que dans quelques jours, il récupère ses filles pour les vacances. L'occasion de resserrer les liens et de se rattraper des week-ends ennuyeux au bureau de tabac. Jean-Luc veut les emmener dans un poney club landais. Le séjour coûte 900 €. C'est 15 jours sacrés qui vont peut-être me coûter très cher par la suite. Mais toutes les copines vont partir en vacances. Ça m'emmerderait vraiment d'être le seul papa qui ne peut pas emmener ses filles en vacances. Pour moi, ce serait une catastrophe. Je pense que ça laisserait des traces. Plusieurs voyages. Étant le seul occupant de l'immeuble, je peux les laisser en bas. Pour ses filles, Jean-Luc va mettre en gage des tableaux de famille. Un dépôt en échange d'un peu d'argent. Et quand ses finances iront mieux, il pourra les récupérer. Celui-ci aussi, on va voir. Ce qui m'importe aujourd'hui, c'est avoir 1000 €. C'est tout ce que je souhaite. Ça, c'est Jacqueline Grenet aussi. Je m'attends à n'importe quoi, qu'on me dise qu'on veut bien donner 50 € pour le cadre et 0 pour la toile. Je m'en fous à ce stade. Je te les pose ici? Non, ça va partir ça. Ses œuvres, c'est un héritage de sa mère décédée il y a 3 ans. Donc cette aquarelle de malheur, on va regarder, ça, il n'y a pas de souci. Alors il y a des choses que je vais prendre, d'autres que je ne prendrai pas. Là, le Cavel, je ne le prendrai pas parce qu'il s'agit d'une reproduction qui a été contresignée par Cavel. Mais à l'origine, il s'agit d'une repro. Donc, ce sont des choses qui n'ont pas beaucoup de valeur et ne valent pas le prix du cadre. Alors, malheureusement, le prix ne va pas être élevé, étant donné que ce sont des œuvres qui, en vente aux enchères, comme je vous le disais, oscilleraient entre 30 et 50 € pièce. Sachant que nous devons faire nous un prêt qui est à la moitié, ça va être assez peu. On va être aux alentours de 200 € ensemble. Je ne m'attendais pas à ça, mais c'est pas grave, ce n'est que temporaire de toute façon. Pas de miracle au Mont-de-Piété. Pourtant, ils sont de plus en plus nombreux à y avoir recours aujourd'hui. Il faut le redire, effectivement. Il faut penser qu'on a toutes les classes sociales. Ce n'est pas uniquement des personnes qui n'ont pas de revenus ou sont au chômage. C'est vraiment tous les milieux, que ce soit de la petite ou moyenne bourgeoisie, jusqu'au châtelain et jusqu'au chef d'entreprise. Beaucoup de personnes, bien évidemment, refusent que ça se sache, et c'est normal. Il y a toujours une part de honte qui reste dans ce type d'engagement. Jean-Luc repart avec 200 € en poche et beaucoup d'amertume. Il manque 700 €
pour payer les vacances avec ses filles. Deux semaines plus tard, surprise, il y a de nouvelles photos dans la collection de Jean-Luc. Sur la photo, vous avez le visage reposé. Ouais, là, je reviens du footing, je crois. On voit qu'il est un petit peu trempé. Oui, je suis reposé, oui. Ça s'est fait très vite. Comme quoi, vous voyez, il ne faut pas grand-chose. Il a réussi à payer le séjour avec ses filles au Poney Club. Les sabots des chevaux. Où est-ce que vous avez trouvé les 700 € manquants? Il y a 700 € que je n'ai pas déposés à la banque. Et 700 €, ça correspond à peu près à la rémunération brute hors les charges fixes pendant 5 jours. Et ça a creusé encore plus le découvert. Mais je voulais ces vacances. Je les voulais à tout prix. Et je crois qu'elles en auront un très bon souvenir. Vous aussi? Oui. Oui, j'y retournerai très volontiers. Très volontiers, oui. Si Jean-Luc a à nouveau les traits tirés, c'est parce qu'il y a une mauvaise nouvelle. Une enquête sociale est ouverte pour déterminer s'il est encore capable d'assumer la garde de ses filles. Nous sommes début septembre. Il y en a vraiment beaucoup aujourd'hui. Il y a l'Express, madame. Ah, il y a l'Express aussi. Mais oui, l'Express est sorti ce matin. Ah, mais je vais lui prendre l'Express. Bah, c'est ça qu'il vous faut. Mais je ne l'ai pas vu, vous vous rendez compte? Non, merci. Hop. Merci beaucoup. Affaire classée. Jean-Luc fait bonne figure devant ses clients. Sinon, pourtant, la rentrée est difficile. Le découvert du magasin atteint 30 000 € et il n'a pas revu ses filles depuis un mois. 3,40 il faut payer. Entre mon moral et mon physique, c'est le plongeon, là. Plus. Donc tout à l'heure, j'ai un rendez-vous vers 12h30 qui va être déterminant, histoire de me faire un petit phare dans la nuit, quoi. Alors. Un espoir se profile enfin. Maître Arpillard, monsieur Quénois, venez. Son avocat et un agent immobilier ont peut-être une solution pour rompre le contrat avec les douanes et le libérer de son commerce. Merci. Merci. Normalement, le contrat de gérance conclu avec la douane l'est pour une durée de 3 ans. Oui. Mais heureusement, il existe des dispositions qui permettent de déroger à ce délai incompressible. Bon, est-ce que je suis... Alors normalement, sous réserve d'une analyse plus précise, vous rentrez dans les conditions... Ils peuvent y aller, hein. La condition, c'est son état de santé, qui ne lui permet plus de s'occuper du magasin. Un cas de force majeure qui l'autoriserait à revendre. Non, j'attendais d'abord... Comment vous vivez l'idée que peut-être dans 4 mois, ça y est, c'est fini? C'est devenu abstrait maintenant. C'est devenu abstrait, je me rends plus compte, j'ai plus de projet, j'ai plus rien. 245, 70, 4, 180. Ouais, t'as 250 de prix de vente à peu près. Mais on visera moins que ça. On visera moins que ça parce qu'on veut que ce soit rapide. Voilà, le chiffre que l'on a fixé. Hein. Oui. Je vous donne le paraphe ici. Le paraphe sur la première page. Il n'y a plus qu'à trouver un acheteur. Merci. Cassie. Pour Christine, la décision est tombée. Pas de vente aux enchères de la maison que son ex-mari continue d'occuper. Il devra lui verser 150 000 € alors qu'elle en espérait plus de 200 000. Mais il y a une bonne nouvelle, elle a décroché un CDI à mi-temps dans un salon de thé. Le Havre. Benoît Poinbeuf conteste devant la justice la liquidation de son groupe. Un recours suspensif qui empêche le démantèlement de ses entreprises.
Désormais au chômage, il passe plus de temps en famille. L'enquête sur son abus de biens sociaux présumés est toujours en cours. Bordeaux. 2 semaines après la visite de l'agent immobilier, Jean-Luc a accepté l'offre d'un couple. Le compromis de vente est signé. Il va enfin quitter son commerce. Quant à ses filles, il ne les a pas revues et doit attendre le mois de janvier pour savoir s'il en a encore la garde. Chartres. Le dossier de surendettement de Stéphane et Nathalie est en suspens. 3 banques contestent devant la justice leur droit à bénéficier de cette mesure. La maison n'a toujours pas trouvé d'acquéreur. Stéphane espère que son jeu concours sur Internet pourrait les sauver. Au revoir.